Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle webconférence d'IPRA. D'autres participants sont en train de nous rejoindre. Bienvenue à tous ceux que j'ai déjà salués. Bienvenue aux gens de Margency. Vous êtes peut-être, il y a peut-être des nouvelles personnes de Margency qui nous ont rejoints aujourd'hui pour cette nouvelle conférence. Bienvenue aussi aux gens du Calvados. Donc n'hésitez pas aussi à me dire sur le chat si vous êtes de Margency ou de Calvados. Donc, bienvenue à tous pour cette nouvelle webconférence IPRA. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Myriam Pasquier, médiatrice numérique chez IPRA. Donc, IPRA, c'est une jeune entreprise solidaire d'utilité sociale qui œuvre pour que le numérique soit accessible à tous. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ont envie de découvrir, n'hésitez pas à aller voir sur notre site internet, donc ipra.fr. Donc, mon métier à moi, mon métier de médiatrice numérique consiste à accompagner tous les publics, je dis bien à chaque fois tous les publics, qu'on soit novice absolu, réfractaire, en situation de handicap ou en besoin de réassurance, à s'approprier les outils numériques pour en tirer tous les avantages. Alors, je vous rassure, je ne suis pas une technicienne, je ne vais pas utiliser un jargon informatique qui risque d'être incompréhensible. Bien au contraire, et c'est quelque chose qui est très important chez IPRA, de rester tourné vers l'humain, de repartir de vous, de vos envies, de vos freins et de vous accompagner à votre rythme avec patience, pédagogie, décontraction et puis même un brin d'humour. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui lors de cette conférence. Donc, notre thème d'aujourd'hui, c'est les fausses informations. D'accord? Donc, on va aborder ça de deux axes, c'est-à-dire comment le numérique facilite la diffusion de ces fausses informations et leur adoption. Et puis, l'autre axe, c'est quel comportement adopter face à celles-ci. D'accord? Donc, n'hésitez pas tout au long de la webconférence à interagir avec moi via le chat que certains ont déjà utilisé. Bonjour à Sylvie qui est de Margency, c'est sa première rencontre. Et bienvenue à vous Sylvie. Alors, Alix me demande, bonjour, combien de temps peut-on accéder au Padlet? Je vais vous expliquer tout ça, Alix, pour ceux qui ne connaissent pas la nouveauté du Padlet et puis même pour les anciens, je vais essayer de revenir sur ces points. Je vais vous présenter aussi en fin de conférence à quoi ça ressemble, que vous puissiez aussi vous repérer dessus. Donc, je reviendrai sur ces points en fin de séance. Bonjour Christian, pareil, de Margency, c'est sa première séance. Et bienvenue à vous. Donc là, comme vous m'avez écrit sur le chat, n'hésitez pas au long de la conférence à interagir avec moi. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore identifié, vous avez un panneau latéral à votre droite, d'accord, à droite de votre écran. Et puis, vous avez un premier volet chat. Et tout en bas, vous avez une zone de saisie. Il suffit de cliquer dessus avec votre souris, de faire un clic gauche dessus. Et puis, vous tapez votre message au clavier et vous validez avec la touche Entrée pour me l'envoyer. Et puis, vous avez aussi un deuxième volet qui est le volet sondage, où là aussi, je vais publier des sondages pour avoir vos avis et vos retours sur la conférence et aussi notamment sur la thématique qu'on va aborder aujourd'hui. Allons-y, on va attaquer le vif du sujet et on va attaquer avec un sondage que je vais publier. Donc, le contexte sanitaire du Covid qu'on a tous connu, beaucoup d'informations ont circulé et c'était très difficile des fois de faire la différence entre les vrais et le faux. Merci Colette pour cette information. J'essaierai de la partager avec les autres aussi en fin de conférence. Donc, je disais que le contexte du Covid a fait que on a vu énormément d'informations circuler, du vrai et du faux, difficile de faire la part entre le vrai et le faux. Et je voulais partager avec vous ce chiffre qui est très flagrant. 30% des Français ont déjà relayé une fausse information. Et je voulais du coup savoir si vous étiez un peu au-dessus de la mêlée. Donc, je vais publier un sondage pour me dire est-ce que sur les informations là qu'on a publiées, donc on en a plusieurs, là le sondage il est publié, donc vous avez un petit signal sonore et puis un point rouge au niveau du volet sondage si vous voulez y répondre. Donc on a eu les réseaux de téléphonie 5G
savez, la 5G, c'est le réseau mobile, c'est le nouveau réseau mobile qui est déployé, qui nous permet justement de téléphoner et d'avoir Internet sur nos téléphones, que boire de l'alcool protégeait contre le Covid, que s'exposer au soleil ou à la chaleur permettait de soigner le Covid. Et puis, quand la vaccination a démarré, que Morissette, donc la première personne qui a été vaccinée du Covid en France, qu'elle était décédée. Alors, est-ce que j'ai une réponse d'une personne qui avait partagé cette info ou qui potentiellement y a été exposée? Donc, je laisse un peu le temps aussi aux autres participants de me répondre. Alors, sur le chat, aucune de ces infos. Très bien, Nicole, si vous avez été préservé de toutes ces infos-là, mais typiquement, l'information du décès de Morissette, cette première personne vaccinée du Covid, c'est exactement ce qu'on appelle une fake news. D'accord? J'utilise volontairement cette terminologie parce qu'elle est très utilisée dans les médias fake news, c'est en anglais, mais ça signifie littéralement fausse information. D'accord? Donc, en français, on va utiliser une terminologie intox ou infox. D'accord? Même si on essaye, tant bien que mal, de faire la distinction en français entre infox et intox. Donc, une intox, ça désigne par métaphore l'empoisonnement de l'esprit par l'action d'une personne, d'une organisation ou d'un État qui, par la propagande, va diffuser des fausses nouvelles ou des informations trompeuses, mais qui ont le caractère de la vraisemblance. Donc, l'objectif des intox, par exemple, c'est d'influencer les foules, démoraliser des adversaires, des ennemis, etc. On va aussi parler de désinformation ou de lavage de cerveau. L'infox, c'est une composition de deux mots, donc information et intoxication. Et c'est la traduction que l'administration française, donc ça a été accepté par l'Académie française, utilise pour le terme fake news. D'accord? Donc ça désigne une information illusoire qui cherche délibérément à tromper la personne qui va la lire. Donc, sur Internet et notamment sur le site France Terme, on va définir l'infox comme une information mensongère ou délibérément biaisée. Donc, l'infox, elle va servir, comme je l'ai cité juste avant, à favoriser un parti politique au détriment d'un autre, à entacher la réputation d'une personnalité ou d'une entreprise, à contredire une vérité scientifique, à établir une sorte de climat de suspicion et de défiance permanent vis-à-vis de toute forme de vérité qui va être établie par un consensus scientifique ou politique. D'accord ? Donc, attention, je voulais juste attirer votre attention sur le fait de ne pas confondre les fake news, c'est-à-dire les intox ou les infox, avec le hoax. Le hoax, H-O-A-X. D'accord? Et donc, le hoax, c'est ce qu'on va appeler un courrier canular. C'est un canular qui est souvent anodin, qui va être envoyé à une personne dans le but d'être transféré, de transférer des fausses rumeurs. Ça va être, par exemple, alerte d'un virus. Voilà, on peut avoir plusieurs exemples et le but, c'est de le partager au maximum de personnes. Donc, c'est deux choses complètement différentes à ne pas confondre. Alors, Christian nous dit sur le chat qu'au début du Covid, qu'il a relayé une fake news qui lui a été envoyée par une personne de connaissance dont je ne supposais pas qu'elle puisse me tromper. On va en parler de ça, Christian. On va en parler parce qu'en fait, la fausse information, elle peut aussi venir d'une personne qui, de manière intentionnelle, va partager l'information parce qu'elle-même ne l'a pas vérifiée à ce moment-là. Et on va en parler de ces points-là. Merci, Christian, pour ce partage. Mais ce qui est important, mais au-delà des terminologies qu'on vient de voir, donc fake news, qui est souvent traduit en intox ou infox, au-delà de ces terminologies utilisées, l'essentiel, ça va être de comprendre de manière générale les enjeux de ces fausses informations et leurs émetteurs. D'accord? Donc, les intox, elles visent globalement à s'attaquer aux démocraties et aux libertés, alimenter, encore une fois, la propagande, affaiblir les médias et les institutions, influencer l'opinion publique, aider un but politique ou idéologique, et puis contredire et affaiblir les vérités
scientifiques ou des discours d'experts. Je vous ai mis quelques exemples, il y en a plein et c'était très difficile de choisir. En tout cas, j'en ai choisi quelques-uns que j'avais sous la main. Un exemple où on dit que Emmanuel Macron a renoncé à l'Alsace et à la Lorraine à l'Allemagne. Donc, c'est une information qui avait circulé à un moment qui est complètement fausse. Là, on est typiquement dans la fake news. Et puis, il y a eu toute une polémique, comme le disait Christian juste avant, au début du Covid, toute une polémique autour des masques. Donc, on a eu énormément de fausses informations qui ont circulé dessus, sur le port ou non du masque. Et puis, peut-être que vous avez, pour certains, entendu parler d'un documentaire choc qui est sorti sur la pandémie du Covid-19, un documentaire qui s'appelle Hold Up, et du coup, qui est un mélange de fausses informations et toujours dans les objectifs qu'on a évoqués avant, influencer l'opinion publique, déstabiliser les discours de scientifiques et puis contredire des vérités scientifiques. Alors, donc, on va remonter un tout petit peu dans le temps et faire un peu d'histoire et vous me direz que l'art de tromper et de diffuser des fausses informations existe depuis bien des siècles, d'accord? Mais la terminologie de fake news, telle qu'on l'a évoquée ensemble juste avant, elle a été popularisée en 2016. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors des élections présidentielles américaines qui opposaient Donald Trump à Hillary Clinton. Et du coup, l'ancien président américain, donc Donald Trump, se servait des fake news comme une arme. On entendait énormément ce mot dans son discours, fake news, fake news, fake news. Et puis, il y a eu l'essor d'Internet et des réseaux sociaux qui a pleinement participé à la massification des fake news, d'accord? Ça facilite leur prolifération et puis du coup, ça touche un public très large. Et c'est très surprenant, mais à l'ère où l'accès à l'information n'a jamais été aussi simple grâce à la multitude de canaux, maintenant on a énormément de canaux d'information qui existent, et ben c'est un peu difficile par moment de démêler le vrai du faux. D'accord? Donc, si on doit faire une différence entre les médias traditionnels et Internet, l'information qui nous parvient sur Internet n'a pas été vérifiée. D'accord? Et puis, sur Internet, nous sommes exposés à une somme d'informations qui est très importante. Ça nous est difficile. On a moins tendance à vérifier la fiabilité de l'information. Et puis, il y a le volet des réseaux sociaux où les fake news sont très répandus sur les réseaux sociaux. Les millions d'abonnés aux réseaux sociaux vont relayer par crédulité des fausses informations. C'était peut-être dans ce cadre-là, Christian, c'était peut-être dans le cadre d'un réseau social où du coup, par crédulité, on va relayer une information qui va profiter de l'émotion que l'information va susciter en nous et puis on va tout de suite la partager sans la vérifier. Il y a aussi un autre point à garder en tête, typiquement sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils pullulent de faux comptes. Sur les réseaux sociaux, on trouve énormément de faux comptes qui sont aussi un vecteur très important dans la propagation des fausses informations. Et puis, voilà, il y a tout de suite un effet boule de neige sur les réseaux sociaux qui, malheureusement, renforce la crédibilité perçue de ces fausses informations. Alors, juste pour avoir votre avis, est-ce que vous pensez déjà avoir été exposé à une fake news? Donc, je vais publier le sondage. Vous pouvez me répondre par oui ou par non. Est-ce que déjà, nous, on est une vingtaine autour de cette conférence. Est-ce que combien pensent avoir déjà été exposés à une fake news? Je vous laisse quelques instants pour répondre. Pour l'instant, le oui est majoritaire et ça ne m'étonne absolument pas. Hein, ça ne m'étonne absolument pas. Alors, on va lire ce qui nous est parvenu sur le chat. Oui, Martine nous dit oui. Donc, effectivement, on est nombreux à avoir été exposés au moins une fois à une fake news, à une infox ou à une intox. Et du coup, vous seriez vraiment étonnés des chiffres.
Alors, Christian nous dit exposé, y avoir cru ou exposé, ne pas y avoir cru. Y avoir été exposé, qu'on y ait cru ou pas, et c'est justement les chiffres que je voulais partager avec vous qui sont ahurissants. Selon un sondage, 73% des personnes déclarent avoir été exposées à une fake news, avoir été exposées à une infox, d'accord? Et 23% d'entre eux ont été induits en erreur par cette information. C'est-à-dire qu'ils y ont cru à un moment, à cette information-là. Et puis, il y a face à une masse de plus en plus importante d'informations, d'accord? On a une masse d'informations qui nous est envoyée, qui est très importante. C'est accentué par une course, comment je peux dire, une course et une frénésie à qui publiera l'information en premier, qui touchera le maximum de personnes, voilà, qui va lire ma publication en premier, qui va accéder à l'information en premier. Et ben, le risque de reprise et de diffusion de fausses informations touche maintenant l'ensemble des canaux des médias et d'information. D'accord? Là, sur le sondage que je vous ai mis à l'écran, un sondage qui a été fait en 2018, on voit que des médias classiques comme la télé, la radio ou la presse papier, les sites d'information ou les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux sont en tête. C'est sur les réseaux sociaux qu'on est le plus exposé à des fausses informations, aux fake news. Et du coup, la radio vient en dernier. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je ne sais pas si on a beaucoup qui écoutent la radio parmi nous. Mais voilà, tous les canaux, maintenant, ne sont pas à l'abri, malheureusement, de diffuser des fausses informations. Donc, les réseaux sociaux restent en tête. C'est ce qu'on a vu, c'est bien logique. Quand on sait que c'est un moyen d'information qui est utilisé par beaucoup de Français. D'accord? Les réseaux sociaux, 38% des Français, pour vous donner une idée, on utilise les réseaux sociaux comme moyen d'information. C'est-à-dire que pour beaucoup, on se lève le matin, on va sur les réseaux sociaux pour lire les infos et pas forcément regarder le journal ou s'informer à la radio ou sur une presse écrite. Et puis sur les réseaux sociaux, si vous connaissez la facilité de publier et de partager l'information, tout le monde peut publier n'importe quoi sur les réseaux sociaux et puis il peut facilement toucher un grand nombre de personnes. Voilà, donc c'est pour ça que les réseaux sociaux sont en tête. Effectivement, Colette, si vous écoutez la radio, j'ai été aussi étonnée en découvrant les statistiques que la radio reste le média qui est le moins touché par ces fausses informations. Alors, une autre question aussi importante, maintenant qu'on a vu ensemble c'est quoi la fake news, les enjeux qu'il y a derrière, la question à se poser, c'est à qui profitent les fake news? À votre avis, est-ce que vous pouvez me donner votre avis? À qui profitent ces fausses informations? Vous pouvez m'écrire directement sur le chat. Mais à votre avis, à qui profitent ces fausses informations? Je vous laisse quelques instants pour me répondre sur le chat. Des lobbies, des groupes d'influence, effectivement, Nicole, on va l'aborder. Partis politiques, type extrême droite, extrême gauche. Effectivement, donc les intox peuvent servir, par exemple, comme vous l'avez évoqué, à des puissances étrangères qui ont recours à ce type de technique d'intox, un dirigeant autoritaire, des groupes de pression, des organisations politiques, des groupes extrémistes qui ont été évoqués par Christian, toujours dans les mêmes buts qu'on en a évoqués juste avant. D'accord? Mais ça peut aussi être j'appelle ça un blagueur inconscient, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire une blague de manière inconsciente. Comme on a pu le voir lors de cette crise sanitaire, il y a eu malheureusement des fausses informations qui ont été publiées, c'est-à-dire que c'est une personne qui a publié cette information pour voir l'ampleur qu'elle pouvait prendre et parce que ça le faisait rire sur le coup. Sauf que malheureusement, l'information, il y a eu un effet boule de neige et puis l'information a été partagée par plusieurs personnes. Et puis surtout, qu'il y a des gens qui ont pu y croire à un moment. Mais ça peut aussi être
Là, c'est Christine qui nous dit des pièges. Effectivement, ça peut aussi être un escroc qui va profiter de la crise sanitaire. Il y en a eu malheureusement des escroqueries autour du masque, autour du gel hydraulique. Donc voilà, ça peut aussi être ces éléments-là. Et du coup, juste pour avoir une vue d'ensemble sur les formes que peut prendre une fake news ou une intox. D'accord? Donc, l'intox, ça peut être sous différentes formes. Ça peut être une publication sur les réseaux sociaux qui va être relayée, partagée, mais qui est fausse. Ça peut être une vidéo qui va être truquée ou sortie de son contexte. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que même si la vidéo, elle est réelle, on l'a sortie de son contexte, on a mis une autre légende, on l'a datée, on l'a associée à une autre date, alors que l'événement n'est pas du tout récent. Idem pour les images qui peuvent être truquées ou sorties de leur contexte. Ça peut être un article ou un montage audio, c'est-à-dire un montage audio qui est truqué. Et donc, tout ça, c'est différentes formes d'intox ou de fake news, comme on a tendance à les appeler. Et du coup, un point important que je voulais aborder avec vous, c'est que par moment, la désinformation va aller tellement plus loin et va prendre la forme d'une pseudo-théorie, je dis bien d'une pseudo-théorie, qui cherche soi-disant à alerter l'opinion publique alors qu'elle vise la manipulation et la conspiration. D'accord? À ce moment-là, on va parler de théorie du complot. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette terminologie-là? La théorie du complot. D'accord? Et aussi farfelu, voilà, donc plusieurs répondent oui. Hein. Malheureusement, ça prend une place maintenant très prépondérante dans notre société, les théories du complot. Mais aussi farfelues soient-elles, les idées complotistes, comme on dit, fascinent. D'accord? Et je vais essayer de vous expliquer les raisons. D'accord? La première raison pour laquelle les idées complotistes fascinent, c'est que la désinformation, elle exploite une forme de paresse intellectuelle qu'on a tous, une forme de paresse intellectuelle qui est de ne pas exercer son esprit critique. D'accord? Qui n'est pas de ne pas exercer son esprit critique de manière systématique. D'accord? Donc, on peut naïvement y croire sans chercher de preuves. Et les propagateurs de fausses nouvelles, leur idée, eux, ils n'arrêtent pas de crier à la face du monde, nous, on ne va rien prouver, c'est à vous de prouver que nous avons tort. D'accord? Donc, la démarche est complètement inverse. Et puis, le deuxième point, c'est qu'on cherche la confirmation de quelque chose que l'on croit déjà. D'accord? Donc, on peut avoir tendance à chercher la confirmation de ce que l'on croit déjà au lieu de se confronter à d'autres opinions. D'accord? Par exemple, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est persuadé qu'il y a un complot qui est à l'origine des attentats du 11 septembre, et ben dans sa démarche, il va chercher sur Internet des informations qui vont dans ce sens. Et puis là, il va en trouver amplement, hein, il va en trouver à foison des informations, ce qui fait que ça va le conforter encore dans son idée. Et puis le troisième point, c'est que voilà, les gens qui adhèrent aux théories du complot, voilà, ça leur procure un sentiment de gratification personnelle. Pour eux, pour ceux qui adhèrent au complotisme, ils ont ils ont l'impression de comprendre le monde mieux que les autres, d'être initiés par rapport à la masse des crédules et de prendre une forme de revanche sur le monde savant ou sur le monde scientifique. Et puis, il y a un dernier point, c'est qu'il y a aussi une crise de confiance dans les institutions et dans la presse. Et tout, avec ces 4 points, ça alimente en tout cas les théories du complot et c'est pour ça qu'elles fascinent aussi des fois certaines personnes. Alors, j'essaie de lire vos questions sur le chat. Ceux qui ne sont pas d'accord avec les idées officielles sont traités de complotistes. C'est pas l'idée Catherine. C'est pas l'idée Catherine. On va aborder quelques exemples de théories du complot. C'est pas vraiment l'idée. C'est pas le fait de pas être d'accord. On a tout à fait le droit de pas être d'accord avec certaines idées, mais justement, on a le droit de débattre dessus. C'est même la base démocratique de pouvoir débattre, d'exprimer, d'avoir cette liberté d'expression. Alors,
Pensez aux images des oiseaux mazoutés. Comment comprendre que des gens vont sur les réseaux sociaux pour être informés? Sont-ils conscients des risques ou font-ils cela pour s'amuser? Non, c'est que c'est rentré, Jean, énormément dans les mœurs, c'est rentré dans les habitudes. Les réseaux sociaux sont devenus certainement, hein, si on va chercher certainement une statistique, on va trouver ça très présent chez les jeunes, le fait d'adopter maintenant les réseaux sociaux. Mais encore une fois, il faut savoir s'en servir, il faut savoir les utiliser, prendre potentiellement ce qu'il y a dedans. Mais effectivement, c'est rentré dans les mœurs. Les gens ne le font pas vraiment pour s'amuser. C'est devenu une vraie habitude. Et puis, il peut y avoir aussi des médias sérieux ou des sources fiables qu'on peut aussi potentiellement trouver sur les réseaux sociaux. Donc, Dominique nous dit, le danger, c'est d'avoir déplacé l'information sur Facebook. Effectivement, les réseaux sociaux, il y a énormément d'enjeux qui se font sur les réseaux sociaux. C'est un danger quand on n'est pas conscient, quand on n'a pas justement, et on va en parler, de la manière de se protéger et d'analyser l'information, quelle attitude adopter face à ces fausses informations. Quand on n'a pas ces éléments-là, effectivement, ça devient dangereux. Alors, Annie nous dit, avons-nous l'âge des fanatiques des réseaux sociaux? Alors, je ne comprends pas tout à fait votre question. Pour moi, il n'y a pas tout à fait d'âge si on a envie d'utiliser les réseaux sociaux. Christine nous dit, besoin de se démontrer. Oui, c'est ce qu'on disait sur la théorie du complot, c'est-à-dire que les gens aussi qui peuvent adhérer, et là je parle bien des théories du complot, pas le fait d'être en désaccord sur une idée, mais vraiment de théorie du complot, quand on va vraiment parler de complotisme, là, effectivement, il y a ce besoin, une forme de gratification personnelle, de se sentir un peu au-dessus de la mêlée en pensant détenir la vérité. Ces personnes sont certainement rémunérées. Alors, effectivement, il peut y avoir on l'a évoqué, hein, il y a derrière des fausses informations, on va trouver des groupuscules, ça peut être des fausses agences d'information, justement, qui publient ces infos. Donc, les enjeux derrière, effectivement, peuvent être très importants. Ce que je voulais vous dire, pour finir sur la théorie du complot, donc la barrière est très fluide entre les théories du complot et les infox, donc la fake news, parce que l'amateur des théories du complot, justement, il va conforter son idée en allant chercher des fausses informations, les partager, parce que ça va aller dans ce sens ça va alimenter sa théorie et le conforter dans son idée. Alors, pour vous donner un exemple et pour bien faire le distinguo entre la théorie du complot et le fait d'exprimer uniquement son opinion, les théories du complot, il en existe plusieurs, vraiment. Certaines sont très connues et très répandues, et puis certaines ont vu le jour pendant la crise sanitaire qu'on a connue. Pour vous donner une idée, encore une fois, hein, des chiffres très intéressants et très surprenants, près de 8 Français sur 10 croient à au moins une théorie du complot. D'accord ? Le chiffre est énorme. 8 Français sur 10 adhèrent à au moins une seule théorie du complot, et 21% des Français adhèrent à au moins 5 théories du complot. Donc, c'est malheureusement un phénomène majeur et inquiétant. Je voulais juste avoir votre avis. C'est affolant, hein, Christian, complètement. Les chiffres sont vraiment affolants. Ce que nous dit Christian, c'est très impressionnant, en tout cas, ces chiffres-là. Mais voilà, c'est expliqué par toutes les choses qu'on a vues aussi ensemble, la place que les réseaux sociaux ont pris, et puis notre attitude, et on va en parler après, du comportement adopté. Il faut vraiment, et c'est pour ça que c'est important pour nous d'en parler aussi lors de cette web conférence, parce qu'en fait, on peut s'éduquer aux médias. C'est vraiment, on peut s'éduquer aux médias et puis développer son sens critique, et on va en parler par la suite. Je vais publier un sondage juste pour me dire si vous avez déjà entendu parler de certaines de ces théories du complot. Alors, il y en a certaines qui sont très réputées et très connues. Donc là, je viens de publier le sondage, donc notamment que personne n'a jamais marché sur la Lune, que la Terre est plate, que le ministère de la Santé et de l'Industrie pharmaceutique cache la réalité sur la nocivité du vaccin, et que, on l'a vu ensemble tout à l'heure, que le Covid-19 est lié au réseau mobile
5G. Pour ceux qui ne connaissent pas la 5G, voilà, la 5G, c'est le réseau qui nous permet d'avoir Internet sur nos téléphones, de pouvoir téléphoner. Donc, voilà, c'est les antennes qui diffusent la 5G. Ah, le Covid est lié au réseau mobile 5G. Effectivement, ça revient beaucoup, ça ressort beaucoup parce que c'est vrai qu'on l'a beaucoup entendu là depuis le début de la crise sanitaire, que personne n'a marché sur la Lune. Et je vous en passe, il y en a plein qui sont vraiment très connus et qui sont très réputés. Il y a plein de gens, effectivement, qui y adhèrent. Alors, merci en tout cas pour votre partage. Je vais lire ce que vous m'avez écrit sur le chat. Oui, on a vu du théorie du complot, par exemple, les risques de la vaccination émanant de grands chercheurs, évidemment. Très bien, donc voilà, vous en avez entendu parler, et puis certainement, ne serait-ce que celles liées au contexte sanitaire qu'on vit depuis quelques temps. Donc, il y a eu énormément de théories dessus. Alors, on va continuer, et puis on va parler de la visée satirique. C'est-à-dire que la fake news ou l'intox, j'utilise les deux pour que vous habituez aux deux, la fake news ou l'intox, elle peut s'avérer parodique. Et ça, il faut le savoir. D'accord ? Donc, il y a des sites internet comme le Gorafi, d'accord ? Donc, c'est l'anagramme du Figaro, d'accord ? Donc, c'est un site internet à visée satirique qui, lui, va publier volontairement des articles sur leur site ou sur les réseaux sociaux pour tourner en dérision l'information. D'accord ? Donc, l'objectif, c'est un peu de détourner en dérision les informations. Il y en a eu aussi potentiellement sur le Covid. Mais sauf que c'est important de le savoir. Et c'est là où justement il y a le risque, c'est-à-dire que malheureusement, on retrouve des gens, et puis il y a eu même des personnalités publiques, des politiciens ou autres, qui se sont retrouvés à relayer sur des plateaux télé ou sur leurs réseaux sociaux ou sur des articles, relayer des informations qui ont été publiées par le Gorafi, alors que c'est un site internet qui satirique, qui détourne en tout cas l'information, qui publie. Certes, tout ce qu'il publie, c'est des fausses informations, mais c'est détourné avec une vraie visée derrière. Est-ce que vous connaissez le Gorafi ? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler pour certains ? Alors, je vais peut-être vous partager, mon écran. Je vais vous montrer le site du Gorafi. Vous allez voir tout de suite, on va certainement tomber sur une... Voilà, la première info, là, qu'on voit sur le site du Gorafi, donc c'est l'anagramme du Figaro. Jean Castex, l'apparition de variants régionaux du coronavirus est une chance pour les territoires. Et là, on peut lire et d'une étape de plus dans la décentralisation. Donc, c'est un caractère complètement satirique et humoristique. Mais sauf que malheureusement, il peut y avoir des gens qui peuvent croire à ces infos et puis surtout les partager. Alors, je vais repartager le support de la conférence et puis on va pouvoir continuer ensemble. C'est excellent, Christian. Si vous ne connaissez pas, si vous avez envie, en tout cas, de lire certains articles satiriques ou humoristiques aussi, vous pouvez aller sur le site du Gorafi. Alors, Annie nous dit « Le niveau de lecture est tellement au premier degré chez de nombreux utilisateurs que cela devient affligeant, tout comme le manque d'humour. » Effectivement, des fois, il y a un niveau de lecture qui est important, des fois, à adopter. Et c'est ce qui fait que des fois, la personne va piocher uniquement, c'est-à-dire que de l'article, elle va piocher uniquement le niveau de lecture qui l'intéresse, que ça soit volontairement ou involontairement, et ça va repartir en fausse information. Voilà, Christian, vous avez découvert quelque chose, donc n'hésitez pas à y aller. On va continuer notre conférence et puis on va passer au deuxième axe. Pour l'instant, on a parlé de ce que c'est qu'une fake news, comment les enjeux qu'il y a derrière, la nature des fake news, et puis voilà les différents types aussi avec la visée des fois satirique de la fake news. Maintenant, on va parler de l'autre axe. Comment peut-on faire pour vérifier une information ? Et du coup, pour cela, on va se munir de ce que nous, on souhaitait vous présenter comme une boîte à outils critique. D'accord ? Cette boîte à outils critique, elle va inclure des outils numériques qui vont permettre de vérifier l'information, que je vais vous présenter après, mais qui va surtout faire appel à notre sens critique. Et c'est ça qui est aussi très important. En gros,
il faut qu'on se dise qu'au lieu de consommer l'information, on va être plutôt actif dans son analyse. Et c'est très important de développer son sens critique sans pour autant tomber dans la paranoïa. Hein. D'accord ? L'idée n'est pas de tomber dans la paranoïa, mais de développer son sens critique pour comparer, examiner les informations avant de faire son choix, ou avant de faire une action, avant de publier une information, avant de faire son choix ou une action. Donc, face à une information, on va procéder par méthode, d'accord ? Et faire appel à son esprit critique en appuyant aussi sur les outils, d'accord ? Donc, la première chose à faire, et non de moindre, est de vérifier sa source. Ça, c'est quelque chose de très important. Certains sites internet, je vous ai cité que celui-ci, mais il y en a énormément. C'était celui que je connaissais et auquel moi je suis potentiellement le plus confrontée. C'est wikistrike.com, mais il y en a beaucoup, malheureusement, qui sont connus pour diffuser des fausses informations. D'accord ? Et n'oubliez pas, ce qu'on a vu juste avant, qu'une information peut venir d'un site parodique comme le Gorafi. D'accord ? Il y en a d'autres, le Gorafi, mais il peut aussi potentiellement y en avoir d'autres. Donc, la première chose, c'est vérifier sa source. D'accord ? La deuxième chose, c'est d'utiliser des sites qu'on appelle de fast-checking. C'est en anglais, mais autrement dit, des sites de vérification. D'accord ? Et là encore, il en existe plusieurs. D'accord ? Leur objectif, c'est de vérifier, vous aider à vérifier la véracité de l'information. Donc, le premier dont je souhaitais vous parler, c'est le Decodex. D'accord ? Donc, je vous ai mis le site, ça appartient au Monde, au journal Le Monde. Il y en a un deuxième qui s'appelle Check News, et puis il y en a un troisième, Hoax Buster. D'accord ? Donc, on va regarder ensemble comment procéder pour vérifier une information sur le Decodex. Alors, je vais partager mon écran et je vais vous montrer comment on va procéder. Alors, donc là, je vais aller sur le site, je vais aller sur Wikistrike. Donc, je vais me rendre sur le site de Wikistrike. Rien que le titre, vous voyez bien, rien ni personne n'est supérieur à la vérité. Donc là, je vais aller sur le site de Wikistrike où on va trouver plusieurs articles. Je vais cliquer, par exemple, sur cet article, d'accord ? Et puis, je vais copier l'adresse du site. Vous voyez l'adresse en haut ? Je vais aller la copier. On vous a préparé un tuto qu'on va vous mettre sur le Padlet qui va être détaillé pour que vous puissiez suivre les étapes si vous avez envie d'utiliser, d'adopter en tout cas cette démarche sur le Decodex. Donc, je vais aller sélectionner cette adresse et puis je vais aller la copier. Donc, moi, j'utilise un raccourci clavier CTRL-C. Je vais aller la copier et puis je vais aller sur Google, chercher le site, le Decodex. D'accord ? Donc là, une fois sur le site, là, vous avez cette zone de recherche. Sur cette zone de recherche, je vais venir coller le lien de l'article ou du site Internet sur lequel j'ai lu justement cette information. Et là, vous voyez tout de suite, le Decodex, il va me donner son avis sur le site. Donc, il m'explique que ce site diffuse un nombre significatif de fausses informations ou des articles trompeurs. Restez vigilants et croisez avec d'autres sources plus fiables. D'accord ? Et puis, il donne des références, donc c'est-à-dire une série d'articles qui ont déjà été publiés. En tout cas, il va donner une série de références pour aller justement croiser l'information. Voilà, je vais repartager le support de présentation. Voilà ce qui concerne le Decodex. Alors, Jean, il dit qu'il a du mal à voir. Effectivement, peut-être que sur le partage, vous avez un peu du mal à voir, mais rassurez-vous, vous allez avoir le tuto qui détaille les étapes pour utiliser le Decodex. Vous allez avoir le tuto. Pour Sylvie et Jean, vous allez avoir le tutoriel sur le Padlet qui détaille les étapes à suivre. Donc, il faut que je copie le lien de mon article, donc l'article que vous avez lu qui vous semble, vous avez envie de vérifier en tout cas l'information. Il faut copier l'adresse
du site Internet, il faut chercher le site du décodex, d'accord? Il faut chercher le site du décodex et puis coller cette adresse au niveau de la barre de recherche du décodex et tout de suite, il va vous donner une réponse pour vous dire si le site a tendance à partager des informations qui semblent trompeuses. Mais voilà, encore une fois, rassurez-vous, vous allez avoir le tuto concernant le décodex sur le Padlet. Alors, la troisième chose à faire face à une information, c'est de recouper les informations. D'accord? C'est-à-dire que toujours vous poser les bonnes questions. Est-ce que il y a un nom d'auteur? Est-ce que, par exemple, les lieux et les personnes sont explicitement mentionnés? D'accord? Il faut vérifier que d'autres sources dans lesquelles vous avez confiance, qu'ils ont publié la même information. D'accord? Vous avez lu ça sur un site internet que vous ne connaissez pas. Est-ce que d'autres médias que vous avez l'habitude de consulter, est-ce qu'ils ont aussi parlé de cette information-là? Et puis aussi vous dire, quel est l'objectif de l'auteur? Est-ce qu'il cherche à relater des faits ou est-ce qu'il cherche à exprimer son opinion? D'accord? Donc, ça, c'est le troisième point aussi important à avoir en tête. En ce qui concerne les images ou les vidéos, d'accord, il faut aussi rester vigilant. Alors, Christine me dit trop d'anglais. C'est sur le mot fake news que vous trouvez que c'est trop, qu'il y a trop d'anglicisme autour. Effectivement, c'est un mot qui est venu, c'est-à-dire que cette terminologie-là est venue d'outre-Manche. Elle est venue, je ne vais pas dire qu'elle est anglaise, mais effectivement, elle est venue avec les élections américaines. Mais voilà, on parle de vérification, on parle de fausses informations. C'est surtout le fond qu'il faut retenir au-delà de la terminologie. Au-delà de la terminologie. Alors, pour continuer, je vous disais que quand il s'agit d'images ou de vidéos, il faut aussi rester vigilant. D'accord? On l'a vu tout à l'heure ensemble. Elles peuvent aussi être tronquées, c'est-à-dire qu'on peut enlever une partie. Elles peuvent être modifiées, on peut les trafiquer. Elles peuvent être sorties de leur contexte. Elles peuvent être sorties de leur contexte. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à garder en tête. Je voulais juste vous montrer une vidéo, d'accord, qui est très parlante, qui va vous donner vraiment des exemples très marquants sur comment on peut trafiquer une image et puis comment on peut apercevoir ça. Je vais partager la vidéo. Je vais partager mon écran et puis on va regarder la vidéo ensemble. Alors, je suis en train de la chercher. Elle est en français, la vidéo, Francine. Alors, vraiment, sur l'anglais, j'insiste, hein, au-delà des mots, je vous parle de ce mot-là, fake news, parce que c'est important. Il revient beaucoup dans les médias. Donc, voilà, même si on n'a pas envie de l'utiliser, mais au moins, quand on l'entend, on comprend de quoi il s'agit. Après, pour tout le reste, ça reste en français. Hein, c'est qu'on parle de vérification, qu'on parle de infox ou intox. Voilà, on parle de fausses informations. L'essentiel, c'est de comprendre de quoi il s'agit et de rester là-dessus. Alors, voilà, j'ai trouvé ma vidéo. Je vais partager. Alors, j'ai essayé de mettre au max et je vais la lancer. Vous avez cru voir un soldat qui pointait son arme sur cet homme? Tout est une question de cadrage. Sur Internet, un simple zoom dans une photo peut changer pas mal de choses. Ici, vous croyez voir un poisson, c'est en fait un canard. Et là, on dirait un bateau qui flotte dans les airs. Mais ce sont en fait des fils électriques perdus dans les nuages. Le bon réflexe à avoir, c'est de chercher si la même image n'a pas été postée ailleurs, mais avec un cadrage différent. Ici, cet internaute nous montre une photo de femme voilée qui ferait la queue devant une caisse d'allocation familiale en France. Du coup, certaines personnes se sont énervées. Coupez-leur les prestations sociales et ils iront ailleurs. Le jour où ils passeront de telles images dans nos journaux TV, promis, je rallume la mienne. Mais ne partagez pas trop vite, car vous êtes à 3 clics de la vérification. Pour ça, utilisez le navigateur Google Chrome. Faites un clic droit sur l'image et sélectionnez Rechercher l'image sur Google. Le moteur de recherche vous affiche tous les sites où la photo a été partagée sur Internet. On va regarder les images similaires. Ce
sont les images qui ressemblent à celles que nous cherchons. Dans les résultats, on remarque une photo cadrée différemment. Sur la droite, plus de panneaux bleus et surtout, tout au fond, on distingue un panneau rond et rouge. Ça ne serait pas le panneau des bus de Londres, ça? Et oui, vous n'êtes pas en France, mais à Londres. Ces femmes font la queue devant un commissariat de police et l'image a été recadrée et modifiée avec un logiciel. En résumé, le cadrage d'une photo peut changer totalement ce que vous pensez voir. Dans le doute, une recherche d'images similaires peut vous aider à retrouver la photo d'origine non recadrée. Et n'oubliez pas, pensez toujours à vérifier avant de partager. Alors, je vais repartager le... Nous sommes le 1er septembre 2018. Je vais repartager... Dans leur fil d'actualité, des internautes reçoivent cet article. Hop. Je repartage la conférence. Donc, cette vidéo, pareil, si elle vous intéresse, je vous la mettrai aussi sur le Padlet. Mais en gros, c'était pour vous montrer que déjà, il y a une notion de cadrage où au début, on a l'impression de voir un requin, mais en fait, c'est un canard. Et puis, la photo qui est trafiquée, et du coup, on voit qu'il y a des éléments qui ont été rajoutés, qu'elle a été recadrée, sortie de son contexte. Mais ce qui est important, et c'était ce que je voulais vous montrer, c'est comment l'exemple, la méthode qu'il a montré, comment vérifier quand vous voyez des photos dans des articles, quand vous allez voir des photos ou sur des réseaux sociaux, comment vous pouvez potentiellement vous assurer, est-ce que cette photo n'a pas été réutilisée ailleurs et du coup faire une recherche grâce à Google. D'accord? Et c'est là où je vais encore une fois partager mon écran et je vais vous montrer comment on peut faire. Alors, là, je vous montre une photo, d'accord? C'est une photo qui circulait énormément à un moment sur Internet où on montre le président de la République, Emmanuel Macron, on le montre enfant avec, du coup, sa compagne, Brigitte Macron, et son ancien mari. Donc, c'était une photo voilà, qui tournait, sauf que beaucoup de gens, malheureusement, encore une fois, ils y ont cru. Ok, donc là, quand je suis face à ce type d'image, ce que je peux faire, là, vous voyez sur la photo, je me positionne avec ma souris et puis je vais faire un clic droit. Un seul clic droit avec la souris. Et sur ce menu, d'accord, je vais aller lui dire rechercher une image avec Google. D'accord? Je vais lui dire de rechercher cette image dans Google pour voir s'il n'y en a pas d'autres à tout hasard qui vont sortir. Et là, vous voyez tout de suite, d'accord, on va voir déjà une série de photos où on va se rendre compte en fait que la photo, là, quand on voit celle-ci, que la photo, elle a été trafiquée, en fait. La photo, elle a été trafiquée. Et puis, vous allez aussi trouver des articles qui en parlent en disant, en fait, c'est une photo qui a été trafiquée. D'accord? Donc, ça, c'est un premier point qu'on peut, une première méthode qu'on peut aussi adopter face aux photos, en fait, qu'on peut voir des fois et qui sont trompeuses. D'accord? Et puis, les photos, des fois, même si elles sont vraies, gardez toujours en tête qu'elles peuvent être sorties de leur contexte, qu'on peut leur rajouter une autre légende. Et puis, vous n'avez pas vu la fin de la démonstration. Alors, je vais recommencer, Christian. Voilà, donc on avait cette photo. Donc, je fais clic droit sur la photo. J'ai été un peu trop vite. Donc là, je vais faire clic droit sur la photo. Et ici, je vais lui dire rechercher une image avec Google. D'accord? Et une fois que j'ai cliqué dessus, on va me renvoyer justement sur plusieurs exemples de la photo où là, on va se rendre compte en fait que la photo a été trafiquée. La photo, l'original, elle est ici, donc elle a été trafiquée. Et puis, vous allez aussi trouver des articles qui en parlent en disant la photo que l'on voit, voilà, c'est une photo qui a été trafiquée. D'accord? Donc ça, c'est un point aussi important. Et puis ça aussi, je vous le mettrai en tuto. Ça aussi, c'est quelque chose que je vous mettrai en tuto pour que vous puissiez… Voilà, alors certains me disent qu'ils ne voient rien. Peut-être, je ne sais pas si vous êtes sur un petit écran ou sur un grand écran d'ordinateur. En tout cas, sur toutes les choses que je vous ai montrées, je vais vous les mettre sur le Padlet. D'accord? Je vais vous les mettre sur le Padlet. Je vais vous les mettre sur le Padlet, donc ne vous inquiétez pas.
D'accord? Je vais essayer de creuser plus ce point pour la prochaine webconférence pour que vous puissiez mieux voir aussi quand on partage l'écran. Donc, pour finir, voilà, on a abordé nos deux axes, mais de manière générale, ce qu'il faut garder et l'attitude qu'il faut adopter face aux fausses informations, pour pas dire fake news, pour pas utiliser l'anglicisme et de rester sur la fausse information ou l'infox, comme on dit en français, il faut se fier aux sources fiables. D'accord? Il faut se fier aux sources fiables. D'accord? Il faut comparer et rechercher l'information ailleurs. Quand je lis quelque chose, si l'information est véridique, il doit y avoir aussi d'autres canaux d'information, d'autres médias qui en parlent. Ce qu'il faut garder en tête, et on l'a assez évoqué ensemble tout à l'heure, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou YouTube, ce ne sont pas des vraies sources d'information en soi. D'accord? Les publications que vous y trouverez peuvent aussi bien venir de sources réputées sérieuses que d'internautes mal intentionnés. D'accord? Donc, les réseaux sociaux, ce n'est pas vraiment une source d'information en soi. Ne partagez pas les informations non vérifiées. D'accord? Donc, les informations que nous vérifiez, c'est aussi une autre manière à nous de stopper un peu ce raz-de-marée autour de la diffusion des fausses informations. C'est quand elles ne sont pas vérifiées, de ne pas les partager auprès des autres personnes pour éviter justement les erreurs, comme il nous a expliqué tout à l'heure Christian, je crois, qui a reçu une info d'un proche à lui. Et du coup, il ne pensait vraiment pas que l'information pouvait être fausse. Mais au-delà au-delà des astuces pratiques et des outils numériques qu'on a vus ensemble, on arrivera collectivement à contrer ce fléau si vraiment chaque personne d'entre nous développait une sorte d'autodéfense intellectuelle. D'accord? Une sorte d'autodéfense intellectuelle. Voilà, il faut interroger systématiquement la validité d'une information. D'accord? Est-ce qu'il y a des arguments? Est-ce qu'il y a des preuves? Et puis sa source, est-ce que la source est fiable? Et puis quelles sont les motivations en fait derrière cet article ou derrière cette publication? Et puis vraiment développer sa pensée critique et se baser sur des argumentations rationnelles. Voilà, Colette dit attention à Facebook et que faire pour les télés? Que faire pour les… Alors, Annie, oui, que faire pour les télés? En fait, pour la télé, on n'est pas à l'abri, on l'a vu ensemble, c'est-à-dire que même à la télé, il y a eu malheureusement des fois des informations, des fausses informations qui ont été relayées à la télé. Mais pourquoi? Parce qu'il y a aussi une course à la médiatisation, une course à qui va avoir l'information en premier, à qui va la diffuser en premier. Et du coup, effectivement, ça crée, on n'est pas à l'abri malheureusement d'avoir certaines fausses informations qui peuvent être diffusées à la télé. Qu'on parle de télé, qu'on parle de radio ou de réseaux sociaux, la méthode reste la même. D'accord? Alors, Dominique va plus loin, elle me dit, est-ce que BFM est la chaîne de Macron? Alors ça, typiquement, c'est une information, moi, face à ces informations-là, du coup, je ne peux pas répondre à cette question-là parce que je ne serai pas une source fiable et sur quoi je me baserai. C'est-à-dire que répondre à ce type de questions nécessite de la recherche, d'accord? Nécessite de la recherche, nécessite de croiser les informations, d'accord? Nécessite que je cherche plus. Là, c'est typiquement une question auquel je ne peux pas répondre ou si du moins, moi, je vous apporte une réponse, il ne faut certainement pas la considérer comme une source fiable. D'accord? Et puis, pour continuer à répondre à Annie, la méthode reste la même. C'est-à-dire qu'il faut croiser les informations. On a peut-être tendance à prendre comme pour argent comptant les choses qu'on peut potentiellement voir à la télé ou des éléments qui ont été dits dans une interview télévisée. On est libre aussi, encore une fois, de développer son esprit critique et l'éducation critique ou l'éducation aux médias, elle touche autant la télé ou la radio ou la presse ou Internet ou les réseaux sociaux. D'accord? Donc, ce qu'on a vu ensemble reste logique, quel que soit le canal d'information qu'on utilise. Je reste toujours sur cette idée d'autodéfense intellectuelle qui est très importante, développer son esprit critique, s'éduquer aux médias et puis s'interroger
systématiquement sur la validité d'une information, les arguments, les preuves, est-ce que la source va être fiable? Et puis, les motivations, c'est là où des fois, on peut aussi se questionner sur les motivations de l'information. Et du coup, est-ce que l'information va être biaisée par ces motivations-là? Et du coup, qu'est-ce que nous, on va faire? Qu'est-ce qu'on va choisir? Alors voilà, il y en a certains qui je vois déjà se charrient entre eux justement en anglais, mais c'est très bien. C'est très bien, mais vraiment, hein, je clôture là-dessus parce que c'est quelque chose d'important et puis ça touche tout le monde. Le sujet est vraiment très intéressant et passionnant, puis on pourrait en parler des heures parce qu'il y a des éléments nouveaux, et puis c'est un fait nouveau, c'est vraiment un fait sociétal qui est nouveau. Pourquoi? Alors, Colette me dit pourquoi lorsque j'envoie une info, Colette apparaît. Il y a peut-être une erreur à notre niveau d'inscription. Il y a peut-être une erreur à notre niveau d'inscription. Donc, Colette, c'est Dominique. Alors, redites-moi votre nom. Votre nom, redites-moi après sur le chat, Dominique, dites-moi votre nom, prénom complet. Comme ça, on va pouvoir nous changer au niveau de la plateforme. Il y a peut-être eu une erreur à notre niveau au moment de l'inscription. Voilà, alors, vous allez recevoir le lien pour le Padlet par mail, d'accord? Donc, vous allez recevoir le lien pour le Padlet par mail. Et puis, je vous donne le code pour accéder au Padlet. Et pour répondre à la question qui m'a été posée au tout début de conférence, il n'y a pas de durée. Vous pouvez accéder au Padlet autant que vous voulez à partir du moment où vous gardez le code. Nous, pour l'instant, on n'a pas changé le code. Donc, à la fin de cette conférence, pour ceux qui sont nouveaux et qui ne connaissent pas le Padlet, donc le Padlet va vous permettre d'accéder à cette présentation. Donc, vous allez retrouver cette présentation d'aujourd'hui. On va vous mettre aussi dessus le replay, même si vous allez recevoir aussi un lien pour accéder au replay. Et puis, on vous met dedans des tutos, des éléments qui nous semblent importants, étape par étape. Comme ça, les choses que j'ai mis, qu'on a vues ensemble en partage d'écran, vous allez aussi pouvoir les retrouver étape par étape. Merci vraiment à tous. Je vais publier les derniers sondages. C'est important de nous dire votre avis sur ces conférences. Et puis surtout, n'hésitez pas là en fin de conférence aussi à me dire voilà les thématiques qui peuvent aussi vous intéresser. On est vraiment preneurs de vos idées. S'il y a des thématiques qui vous intéressent, nous on veut bien programmer des conférences dans ce sens et puis pouvoir vous aider. Donc là, j'ai publié les sondages pour nous donner votre avis sur la conférence. Donc, n'hésitez pas à m'écrire dessus. Donc, pour ceux qui m'écrivent les questions, je vais rester un instant pour vous répondre. Alors, le code pour le Padlet, je vais vous l'écrire. Donc, c'est IPRA avec H majuscule, IPRA code 456. D'accord? Donc, je l'ai écrit sur le chat, notez-le, c'est IPRA avec H majuscule, IPRA code 456. Voilà, donc c'est le code qu'il faut utiliser pour accéder au Padlet. Vous allez recevoir un mail avec le lien qui va vous rediriger directement vers le Padlet où il y a toutes nos conférences. Il suffit de chercher la conférence d'aujourd'hui et puis vous allez tout de suite y accéder. Je vais vous montrer en partage d'écran pour les nouveaux. Je suis encore là, je vais répondre aux questions. J'ai vu des questions arriver, donc je vais vous y répondre. Alors, ce n'est pas sur celui-ci. Je vais vous montrer l'accès au Padlet. Alors, donc vous allez recevoir un lien qui va vous orienter vers ce Padlet. D'accord? Qui va vous orienter dessus. Donc là, vous allez ici, là, vous allez trouver la conférence d'aujourd'hui. Donc, info, intox, comment vérifier son information. Et il vous suffit de cliquer dessus pour accéder au contenu lié à cette webconférence. On va vous demander de saisir un mot de passe que je vous ai communiqué à l'instant. Alors, pour Jean, il me demande pour l'accès à Padlet. Voilà, donc c'est ce que je viens de vous expliquer tout de suite. Donc, l'accès au Padlet, est-ce que c'est clair pour tout le monde? N'hésitez pas encore une fois
les thèmes à venir. Donc, je vais vous dire tout de suite les thèmes qu'on va aborder. Alors, donc, la semaine prochaine, n'hésitez pas à vous inscrire. On va parler de la photo. Comment visionner et partager ces photos à l'ère du numérique. Donc, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous inscrire directement. D'accord? À la web conférence. Donc, la semaine prochaine, on va parler photos et comment visionner et partager ces photos via le numérique. Pour le Padlet, je vous ai donné l'accès. Pour le replay, pour ceux qui n'arrivent pas à revoir le replay, il n'y a pas de raison. Donc, vous devez recevoir un lien pour accéder au replay. Si ce n'est pas le cas, si vous accédez au Padlet, je vais vous mettre les replays dessus. D'accord? Donc, ceux qui n'arrivent pas à voir le replay, sur le Padlet, on mettra bien une colonne où on mettra le replay de cette webconférence. Alors, pour s'inscrire pour la semaine prochaine, pour ceux qui ne sont pas inscrits, je vais vous montrer la démarche à suivre. Donc, encore une fois, je vais partager mon écran et on va regarder ensemble. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez sur le site d'IPRA. Donc, sur Google, vous tapez IPRA, H-Y-P-R-A, et vous validez avec la touche Entrée. Le site d'IPRA, donc c'est celui-ci, ipra.fr. Vous allez dessus et donc, dans la rubrique, je vais vous dire la rubrique exacte parce qu'on vient de la changer. Alors, dans la rubrique « Nos ateliers », vous voyez ici, « Nos ateliers » et puis « Inclusion numérique ». D'accord? Là, vous allez trouver nos webconférences. OK? Et juste en bas, ici, nos prochaines webconférences, vous avez les différents thèmes qui s'affichent. Vous voyez, donc il y a celle d'aujourd'hui et puis il y a celle de la semaine prochaine. D'accord? Si vous avez envie de vous inscrire, vous cliquez sur le bouton « S'inscrire ». D'accord? Et là, on va vous demander de saisir une adresse mail valide. Donc, vous saisissez une adresse mail. Et puis là, vous rentrez votre prénom, votre nom, votre âge et votre code postal. Vous faites bien attention à accepter les conditions générales d'utilisation. Vous voyez la petite case à cocher ici à votre gauche. Et puis, vous confirmez l'inscription. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou est-ce que vous souhaitez que je reprenne la démarche? Donc, je reprends. Vous allez sur le site internet d'IPRA. Une fois sur le site internet d'IPRA, il faut aller dans la rubrique « Nos ateliers, inclusion numérique ». D'accord? Et puis, vous descendez un peu plus bas et là, vous allez voir les conférences qui vont s'afficher. S'il y en a une à laquelle vous souhaitez vous inscrire, il suffit de cliquer sur le bouton « S'inscrire » et puis rentrer l'adresse mail. Je reclique sur le bouton « Je m'inscris » et on va vous demander par la suite votre nom, prénom et de saisir certaines coordonnées. Merci vraiment à tous, c'était très passionnant. Donc, pour les replays, Christian, c'est ce que j'ai dit juste avant. Vous allez recevoir un mail avec le lien pour voir le replay. Si, comme certains l'évoquent, ça ne fonctionne pas, vous allez retrouver le replay sur le Padlet. D'accord? Je vais vous mettre, dès qu'il sera généré par la plateforme, je vais mettre le lien pour accéder directement au replay. Alors, sur Annie, la fin de la manip, il faut juste suivre les étapes. Donc, il faut vraiment aller sur le site IPRA et puis dans la rubrique Atelier, inclusion numérique, nos ateliers inclusion numérique, vous descendez un peu plus bas, vous allez voir à votre droite la liste des conférences avec le bouton s'inscrire en face de chaque conférence. Dès que vous cliquez sur le bouton s'inscrire, vous saisissez votre adresse mail. Alors, Régine, ça vous semble complexe?
Faut pas hésiter. Hein, si certains sont aussi bloqués, nous, je sais que ma collègue, ça lui arrive d'inscrire directement certaines personnes. Vous inquiétez vraiment pas. Il faut juste suivre les étapes. Il faut aller sur le site IPRA, aller chercher dans Atelier inclusion numérique de la fin. Alors, c'est-à-dire, je vais repartager mon écran pour répondre à la question de Annie. Donc, jusqu'à cette étape, on est bon, Annie. Donc, on va dans Atelier inclusion numérique. D'accord? Et puis, je descends en bas. Et puis, ici, par exemple, si je veux m'inscrire à cette webconférence, je vais cliquer sur le bouton « S'inscrire ». Là, je vais saisir mon adresse mail. D'accord? Et puis, je reclique sur le bouton « Je m'inscris ». Une fois que j'ai cliqué sur le bouton « Je m'inscris », il va me réouvrir un autre formulaire où je dois rentrer mon prénom, mon nom, mon âge et puis mon code postal. D'accord? Et il faut bien cliquer sur le bouton « J'accepte les conditions générales d'utilisation ». Vous voyez, il ne faut pas oublier de le cocher. Une fois que je l'ai coché, là, je vais lui dire « Confirmer l'inscription ». Et puis, je recevrai un mail pour me dire que je suis bien inscrit. Voilà, merci à tous, en tout cas, pour votre participation. Et puis, on aura l'occasion de se revoir potentiellement pour d'autres webconférences. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Et puis, thanks a lot pour finir en anglais, Christian. Merci à tous. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. C'est normal, Sylvie. Hein, c'est fait avec grand plaisir. Hein. Merci vraiment à tous. Merci vraiment à tous. À très bientôt. Au revoir.